la salle d'électrostatique. On va s'intéresser dans cette salle justement à ce domaine de la physique qu'on appelle électrostatique et avec lequel les gens sont en général plus ou moins familiers. Si on demande aux gens connaissez-vous un phénomène électrostatique, beaucoup de personnes vont dire oui, par exemple la foudre, c'est vrai, c'est un phénomène électrostatique. Il y a des gens qui vont dire quand on marche sur une moquette, on touche une poignée de porte, on serre la main à quelqu'un, ça fait une étincelle, c'est vrai. Il y a des gens qui vont dire on frotte un ballon contre les cheveux, puis on se rend compte que le ballon se colle au plafond. C'est vrai, tout ça, c'est de l'électrostatique et nous allons justement faire un certain nombre d'expériences dans cette salle, particulièrement spectaculaires, qui vont mettre en jeu des étincelles, des attractions et des répulsions. Mais il faut aussi savoir que l'électrostatique, c'est bien plus que ça, et j'aurai l'occasion de préciser cela au cours de l'exposé. La matière, de manière générale, est gouvernée par des forces électrostatiques, puisque à l'échelle atomique, si on regarde le bout de mon doigt est formé d'atomes. Les atomes sont eux-mêmes formés de plusieurs sortes de particules, des neutrons, mais qui ne vont pas nous intéresser, mais aussi des protons. Les protons entre eux se repoussent. Cette force de répulsion entre protons, c'est une force électrostatique. Les électrons entre eux, il y a aussi des milliards d'électrons dans le bout de mon doigt. Les électrons se repoussent. Ce sont des forces électrostatiques. Entre protons et électrons, il y a attraction. Ces forces attractives sont encore des forces électrostatiques. Mais disons qu'on parle véritablement d'électrostatique lorsque la matière quitte l'état de neutralité. En ce moment, dans le bout de mon doigt, il y a des milliards et des milliards de protons, des milliards et des milliards d'électrons. Les protons, d'abord, on les appelle charges électriques positives, les électrons, charges électriques négatives. On dira qu'il y a autant de plus que de moins. Les répulsions et les attractions se compensent tout juste. Mais on parlera d'électrostatique véritablement lorsque cet équilibre, plus-moins, cette neutralité sera rompue. Si jamais il y a trop de moins par rapport au plus ou trop de plus par rapport au moins, à ce moment-là, on dira que la matière est chargée négativement ou positivement, et on sera véritablement dans le domaine de l'électrostatique. Nous, par exemple, dans cette salle, à un moment, je chargerai ce plateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce plateau qui, en ce moment, est neutre, on va faire en sorte qu'il ne soit pas neutre. Il sera chargé, par exemple, négativement. On se débrouillera pour que cette pointe ne soit pas neutre. Ici, on se débrouillera pour que la pointe perde des moins et devienne plus. Voilà. Maintenant, quel est le lien entre l'électrostatique et l'électricité? De manière générale, le courant électrique, c'est que si je prends un fil en nylon, ce fil de nylon est constitué de milliards d'atomes, il y a des électrons et des protons dedans. Je prends maintenant un fil de cuivre, pareil, il est constitué de milliards d'atomes, de milliards d'électrons et de protons. La différence essentielle entre les deux, c'est que dans le nylon, les électrons ont du mal à se déplacer, même si on prend une pile, on branche les deux extrémités du fil aux deux bornes de la pile aura du mal à faire bouger les électrons qui appartiennent au fil de nylon. Ça n'avance pas dans le nylon. En revanche, la même chose avec un fil de cuivre, les électrons qui appartiennent au fil de cuivre vont se mettre en mouvement. Ça, c'est le courant électrique. Voilà. Et le courant ne va pas vraiment nous intéresser dans cette salle, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas les mouvements, les débits, mais l'électrostatique, quand c'est statique. Bien sûr, quand il y aura des étincelles, on aura affaire à un courant électrique. Voilà. Maintenant, je vais aller au générateur et je vais tourner le bouton. Alors, si on regarde bien, on voit que depuis le sommet de la machine, il y a un câble qui sort. Si on prolonge ce câble, il arrive ici, il se prolonge dans le bras noir qui est au-dessus de ma tête, et on voit qu'à l'extrémité du bras, il y a une sphère métallique. Cette sphère qui est en ce moment en contact avec ce dispositif, je vais la mettre en contact avec le sommet de ce mât métallique. Le mât lui-même, par ce bras métallique, est relié à ce plateau. Donc, je vais actionner le bras. Voilà, le bras s'est positionné là-haut. Et donc, en ce moment, le générateur est en liaison électrique avec ce mât, avec ce plateau. Le plateau repose sur des pieds qui sont en plastique, ce qui fait que le plateau est isolé de la terre. Et je vais maintenant tourner le bouton, et grâce à la machine, ce plateau sera porté à 350 000 volts environ, peut-être un peu plus. On entend des bruits de crépitement qui proviennent du plateau et aussi du mât, qui sont dus au fait que l'air au voisinage du plateau et du mât, cet air est en train de devenir conducteur. Et parce qu'il est en train de devenir conducteur, il y a des fuites de charges, d'électrons,
de charges négatives qui ont lieu depuis le plateau. Ces fuites-là sont à l'origine du bruit qu'on entend en ce moment. Je vais maintenant réduire l'éclairage dans la salle. Et je vais approcher ces pointes métalliques qui se trouvent ici, je vais l'approcher du plateau. Donc il faut se dire qu'en ce moment, le plateau est chargé négativement grâce à la machine haute tension. Cette pointe en ce moment, elle est neutre, autant de plus que de moins. Mais lorsque je vais approcher la pointe neutre du plateau négatif, eh bien, le plateau négatif va repousser une partie des moins des électrons qui appartiennent à la pointe. Ces électrons, en fichant le camp, vont faire que la pointe va se charger positivement. On aura donc une pointe positive à côté d'un plateau électriquement négatif. Et on va voir qu'une lueur bleutée apparaît déjà ici. Cette lueur signifie que l'air est devenu un très bon conducteur d'électricité ici, justement. Si maintenant j'approche la pointe plus près du plateau, que va-t-il se passer ? Voilà, on a vu les étincelles violentes. L'étincelle, c'est quoi? C'est un courant électrique momentané, extrêmement intense, bref, qui chauffe l'air. La température de l'air grimpe très haut. Cette élévation de température fait se dilater brutalement l'air. Et la dilatation brutale de l'air, c'est ça le bruit, en fait. Je vais couper la tension. Voilà, maintenant on va essayer d'expliquer un petit peu mieux ce qui s'est passé au niveau de ces étincelles. Je disais tout à l'heure, la matière de manière générale est formée de charges électriques positives, négatives, autant de plus que de moins. Mon doigt est neutre, la rambarde est neutre pour le moment, le plateau est neutre et l'air qui est devant moi est également neutre. Si on prend 1 cm3 d'air, dans 1 cm3 d'air, il y a quelque chose comme 25 milliards de molécules, essentiellement des molécules d'azote et d'oxygène. Si on attrape une molécule d'azote ou d'oxygène au hasard, on verra qu'elle est neutre. Malgré tout, sur les 25 milliards de milliards, il y a une toute petite proportion des molécules qui ne sont pas à l'état neutre. On trouve quelque chose comme 5000 à l'état non neutre. Des molécules ou des atomes à l'état non neutre, on appelle ça des ions. Il y a donc 5000 ions par centimètre cube. 2500 positifs, 2500 négatifs à notre altitude. À mesure qu'on monte en altitude, la proportion d'ions augmente. Mais dans cette salle, sur les 25 milliards de milliards, il y a 5000 qui sont à l'état ionisé. Or, il ne faut pas oublier que les charges électriques de même signe se repoussent, de signe opposé, ça s'attire. Si bien que lorsque ce plateau est porté à moins 300 000 volts, eh bien, les ions négatifs de l'air, les 2500 par centimètre cube qui sont ici, les négatifs sont repoussés par le plateau, les positifs sont attirés par le plateau. Et il en est de même, mais l'inverse, au niveau de la pointe. Il ne faut pas oublier que le plateau est négatif, la pointe, sous l'influence du plateau, a perdu des moins, elle est positive. Donc si on regarde à très petite échelle, avec une loupe vraiment extraordinaire qui possède un très fort grossissement, on verra qu'au voisinage de cette pointe, idem ici, eh bien, il y a des ions négatifs qui se précipitent vers la pointe, des ions positifs qui fuient la pointe, et l'inverse ici. Or, ces ions, pendant qu'ils sont en mouvement, imaginons un ion positif qui est en train de s'éloigner de la pointe positive, cet ion positif, en s'éloignant, va percuter une molécule neutre de l'air. Au moment du choc, la molécule qui possède autant de plus que de moins va perdre un électron. Cette molécule qui perd un électron se transforme à son tour en un ion positif. Maintenant, ils sont deux à s'éloigner de la pointe, donc les collisions vont augmenter. Et de cette manière, très rapidement, le nombre d'ions augmente, et il arrive un moment où tout l'air, en fait, entre la pointe et le plateau, tout l'air se retrouve, ou quasiment tout l'air se retrouve à l'état ionisé. Et à ce moment-là, on obtient une étincelle, l'étincelle claque. Maintenant, je vais refaire la même expérience, mais je vais placer sur ce plateau quelque chose de pointu. Et comme objet pointu, je vais prendre d'abord cette plaque en alu dont j'ai découpé le bord,
et j'ai rendu très irrégulier, il y a beaucoup de pointes. Je pose cette plaque ici, puis je vais aussi utiliser cette feuille en alu, dont le bord ici est extrêmement irrégulier. Voilà. Je pose ça là, et afin que la feuille ne tombe pas par terre, je vais un petit peu l'alourdir. Voilà. Je vais maintenant porter le plateau pareil, à moins 350 000 volts. Pareil, j'approcherai ensuite cette pointe du plateau, et on verra que sur le plateau, on obtient des étincelles, mais lorsque j'approcherai la pointe de la feuille en alu ou des pointes qui sont ici, on verra que la décharge électrique prend une autre allure. Ça n'aura pas l'allure d'une étincelle, ce n'est pas quelque chose qui va faire des zigzags, qui sera brutal, qui se ramifie. Ça prendra une autre allure, et cette autre allure, c'est ce qu'on appelle une effluve. Ou bien, le nom effluve, c'est un nom un peu ancien, le nom moderne, ce serait plutôt un plasma. On verra une très très belle colonne d'air bleu-violette ici. Le plateau est négatif, la pointe est neutre, maintenant la pointe est positive, je l'approche du plateau, on a déjà vu ça, maintenant je l'approche de la feuille en alu, et voilà. Cette colonne d'air bleu-violette, c'est une forme de décharge, personne n'appellerait ça une étincelle, c'est ce qu'on appelle une effluve ou bien un plasma. Je vais utiliser une autre pointe qui se trouve ici. Donc, si on allait à l'intérieur de cette colonne d'air bleu-violette pour voir ce qui se passe, on verra qu'il y a énormément de collisions et que dans la colonne, il y a énormément d'ions positifs, des molécules qui ont perdu des électrons, et d'ions négatifs, des molécules qui en ont gagné. Alors, la couleur de ce plasma dépend du gaz dans lequel le plasma a lieu. On est dans l'air, et il se trouve que l'air émet cette lueur-là, de cette couleur. Ça dépend non seulement du gaz, mais ça dépend également de la pression. Le rôle de la pression sur la couleur, c'est ce qu'on pourra regarder dans l'expérience qui se trouve ici. Donc je vais couper maintenant cette expérience, couper la tension. Et maintenant, je vais déplacer le bras sur cette espèce de serpentin qui est juste un tube, un tuyau en plastique translucide qui contient de l'air à la pression atmosphérique. Voilà, on a ici un tube en plastique translucide. Dedans, il y a de l'air, cet air est à la pression atmosphérique, et à la base de ce tuyau, il y a une barre métallique, cette barre. Elle est plantée dans la Terre. La Terre est à 0 volts. Je dirai tout à l'heure à quoi correspond le voltage qui s'affiche là-bas à 350 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire 0 volts ici? Et le haut, relié à la machine haute tension. La différence par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on avait aussi 350 000 volts et 0, mais la distance qui les séparait était de quelques dizaines de centimètres. Maintenant, la distance qui sépare les deux parties, c'est plusieurs mètres d'air. La longueur du tuyau, c'est 12 mètres. Et notre objectif, c'est d'obtenir la même chose que la colonne d'air bleu-violette tout à l'heure. On veut l'obtenir là-dedans. Sauf que pour rendre 12 mètres d'air conducteur, pour le transformer en un plasma, on aurait besoin de quelque chose comme 12 millions de volts. Il faut grosso modo compter 1 million de volts par mètre. Et on n'a pas 12 millions de volts, on n'a que 350 000 volts. L'astuce qu'il va falloir mettre en œuvre, ça sera de réduire la quantité d'air qui est là-dedans. À mesure que la pression va diminuer, j'actionnerai une pompe, on entendra le ronronnement de la pompe. À mesure que l'air sera raréfié là-dedans, on verra que l'air conduit de mieux en mieux l'électricité, et à un moment, l'ensemble de l'air qui se trouve dans le tuyau va s'allumer. Je réduis l'éclairage dans la salle. Je ne vais pas encore actionner la pompe, je vais appliquer la tension.
Les bruits qu'on entend, ce sont des bruits de fuite depuis le sommet. Et on voit bien qu'à l'intérieur même du tuyau, il ne se passe rien de spécial. Je vais maintenant actionner la pompe. On entendra le ronronnement de la pompe et on verra qu'au bout de quelques dizaines de secondes, le tube va s'allumer. J'actionne la pompe. Voilà. Déjà, on note une chose, c'est que les bruits de fuite diminuent là-haut, puisque l'air maintenant à l'intérieur du tuyau ne résiste plus, il conduit l'électricité, si bien que plutôt que d'avoir des courants de fuite là-haut, on a un courant électrique qui s'est installé à l'intérieur du tuyau. Voilà. Pourquoi est-ce qu'en abaissant la pression, le courant s'installe? C'est facile à comprendre, c'est que il faut se dire que dans l'air, je l'ai déjà dit, dans chaque centimètre cube d'air, il y a 25 milliards de molécules, 2500 ions positifs et 2500 ions négatifs. Le sommet est chargé négativement puisque c'est relié à la machine. Donc si on regarde un ion positif de l'air là-haut, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite vers la sphère négative, tape dedans, arrache un électron, 2 électrons. Cet ion positif se transforme après collision en un ion négatif et il est repoussé à ce moment-là par la sphère. Et son objectif à cet ion négatif, c'est quoi? C'est de descendre et de déposer cet électron qu'il a arraché là-haut en bas pour remonter, en chercher un autre, de transporter les électrons du haut vers le bas. Le problème, c'est que lorsque cet ion va commencer à avancer, il va entrer en collision avec des molécules neutres de l'air et jamais il ne réussira à transporter les électrons qu'il a arrachés là-haut en bas. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a trop d'air, à cause de ces très nombreuses collisions, la résistance de l'air est très élevée. En retirant l'air à l'intérieur du tuyau, on permet la circulation, le transport des électrons et le courant électrique s'installe. Bien sûr, ce que je viens de dire à l'instant, c'est très schématique et très caricaturé. Enfin, l'idée principale, c'est quand même ça. La réduction de pression diminue les collisions et permet le transport. Je vais maintenant laisser un tout petit peu d'air entrer dans le tuyau et on va voir que cette augmentation de pression va légèrement modifier la couleur de la lumière qui est émise. Une chose aussi qu'on peut noter, c'est qu'on avait démarré à 360 000 volts, mais en ce moment, l'afficheur au pied du générateur affiche 90 000 volts. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus dire que le haut et le bas sont isolés. Les deux sont reliés par un conducteur, l'air qui conduit l'électricité. Lorsque je laisserai un tout petit peu d'air entrer dedans, la couleur va changer et on va voir que la tension ici va grimper. J'y vais, 1, 2 et 3. Voilà, la couleur change et c'est monté à 150 000 volts ici. Si maintenant je laisse beaucoup d'air entrer dedans, l'air va redevenir résistant, ça va s'éteindre et la tension va grimper à 350 000 volts. J'y vais, 1, 2 et 3. Voilà, je laisse beaucoup d'air entrer dedans. Ça s'est éteint et là c'est monté à 360 000 volts. Bon, je coupe la tension maintenant. Et on va passer à l'expérience suivante. On a ici une sphère métallique reliée à la machine haute tension. Cette sphère est neutre en ce moment, autant de plus que de moins. Sous la sphère, il y a un plateau métallique neutre, autant de plus que de moins. Le plateau est relié par ce pli métallique à la Terre. La Terre, c'est en quelque sorte notre référence. La Terre est à 0 volts. Ce pied est à 0 volts et du début jusqu'à la fin de l'expérience, ce plateau métallique sera à 0 volts. Lorsque la boule sera portée à peu près à 100 000 volts, l'air, les 10 cm d'air qui sont ici, cet air ne pourra pas résister, ça va claquer. Il faut grosso modo compter 10 000 volts par centimètre pour rendre l'air conducteur. 10 000 volts par centimètre, là on a 10 cm, il faudra en gros quelque chose comme 100 000 volts. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir où tombent les étincelles. Est-ce que les étincelles frappent cette zone ou viennent taper les bords? On se doute que les étincelles vont venir frapper cette zone
puisque c'est là où la distance est la plus faible entre le plateau, entre le 0 volt et le 350 000 volts. On vient de voir, la très grande majorité des étincelles est tombée ici. Très peu sont venus sur les bords. Normal, ça c'est la distance qui est la plus faible entre la boule et le plateau. Mais il faut bien voir que pour qu'une étincelle claque, il faut que l'air devienne conducteur. Or, l'air au voisinage d'une pointe chargée devient beaucoup plus facilement conducteur qu'au voisinage d'une surface lisse chargée. Pour le moment, cette surface était lisse, mais je vais maintenant introduire à l'intérieur ici une petite pointe qui est juste un morceau en aluminium que j'ai froissé et à laquelle j'ai donné cette forme de pointe. Je vais placer ça ici et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la sphère va se charger négativement grâce à la machine et sous l'influence de la sphère négative, le plateau va perdre une partie de ses moins dans la Terre, donc le plateau va devenir plus. Et pareil, cette pointe va perdre une partie de ses moins dans la Terre, elle aussi, elle va devenir plus. Si bien qu'on aura une surface lisse positive et une pointe positive. Or, au voisinage d'une pointe chargée, positivement ou négativement, peu importe, l'air devient un bon conducteur d'électricité. Et donc, on se doute que, si je recommence l'expérience, la majeure partie des étincelles, peut-être même toutes, vont venir frapper la pointe, parce que ici, l'air conduit l'électricité, alors qu'ici, il conduit mal l'électricité. Grâce à cette pointe, eh bien, on a évité la chute des étincelles ici, on a favorisé la chute des étincelles sur la pointe, donc on a protégé toute cette zone. La pointe a joué le rôle d'un paratonnerre. Et justement, dans l'expérience suivante, on va voir le rôle que joue un paratonnerre pour protéger une maison. L'expérience se trouve là-bas, on va foudroyer maintenant la maison. On a ici une maison qui est surmontée d'une tige. Et cette tige, on peut le voir, elle est trop courte. La partie inférieure de la tige n'atteint pas le sol. Si bien que lorsque une étincelle va claquer entre cette sphère qui va jouer le rôle de la base d'un nuage orageux et le sommet de la tige, ensuite c'est la tige qui voudra se décharger. Je dirai tout à l'heure comment un nuage se charge électriquement, mais la base d'un nuage orageux est généralement chargée fortement négativement. Donc les électrons vont quitter la base de la tige, transportée par des ions, vont arriver ici. La tige qui est neutre va se charger négativement, elle voudra se décharger. Et comme elle n'est pas en liaison avec la Terre, pour qu'elle se décharge, il va bien falloir qu'il y ait une seconde étincelle à l'intérieur de la maison. Donc dans cette situation, on verra deux étincelles, une première ici, une seconde dans la maison. L'étincelle dans la maison, on pourra l'éviter en reliant la tige à la Terre grâce à un câble électrique que je mets ici. L'autre extrémité de ce câble électrique est plantée dans la terre. Je vais maintenant placer les toits sur la maison et je vais verser à l'intérieur de la maison un mélange inflammable. Voilà. Et on va faire l'expérience 2 fois de suite. Une première fois avec la tige reliée à la terre et une seconde fois sans la liaison. Évidemment, en absence de liaison, une étincelle va claquer dans la maison, ce qui fera exploser la maison. Il ne s'est rien passé de spécial. Je vais maintenant défaire la liaison.
Ça, maintenant, c'est l'équivalent d'un paratonnerre mal installé. Et on refait l'expérience. Voilà, alors comment maintenant un nuage se charge électriquement? Lorsqu'on marche sur une moquette, au départ on est neutre, autant de plus que de moins, mes chaussures sont neutres, autant de plus que de moins, la moquette est neutre, autant de plus que de moins, mais pendant que je marche sur la moquette, avec les chaussures, j'arrache des électrons à la moquette. Typiquement, quand on marche sur une moquette, on arrache quelque chose comme 1000 milliards d'électrons à la moquette. Ces 1000 milliards d'électrons arrachés à la moquette font que elle devient plus. Moi qui les ai gagnés, moi je deviens chargé négativement. Je me balade quelque temps avec trop de moins sur le corps, je touche une poignée de porte, je serre la main à quelqu'un, je fais la bise à quelqu'un, et ce trop de moins affiche le camp, et ça fait une toute petite étincelle d'1 ou 2 mm de long. D'ailleurs, la longueur d'une étincelle permet de savoir à quel voltage on est. Il faut grosso modo compter 1000 volts par millimètre. Maintenant, dans un nuage orageux, qu'est-ce qui se passe? À peu près la même chose, dans les grandes lignes. Les nuages orageux sont des nuages extrêmement épais qui font facilement 10 km d'épaisseur. On appelle ça des cumulonimbus. La base de ce nuage se trouve à peu près à 2 km d'altitude, le sommet à 12, 13, parfois 15 km d'altitude. En bas, il fait plutôt chaud, en haut, il fait plutôt froid. L'air chaud monte, mais cet air chaud, en montant, il va transporter avec lui des gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau qui sont neutres montent, et plus on monte, plus il fait froid. Et il arrive un moment où les gouttelettes d'eau gèlent. On obtient du coup des glaçons. Ces glaçons se mettent ensuite à descendre. Et donc, si on regarde le nuage orageux, le cumulonimbus, on verra que dedans, il y a des gouttelettes d'eau neutres qui montent et des glaçons neutres qui descendent. Eh bien, les glaçons, pendant qu'ils descendent, ils vont frotter contre les gouttelettes d'eau qui montent. Et durant les frottements, les glaçons vont arracher des moins aux gouttelettes d'eau. Les gouttelettes d'eau perdent des moins, deviennent plus. Comme elles montent, le haut du nuage devient plus. Les glaçons arrachent des moins, ils deviennent moins. Et comme ils descendent, la base du nuage devient chargée fortement négativement. Lorsque la base du nuage atteint 300, 400, 500 millions de volts, parfois le milliard de volts, à ce moment-là, une étincelle claque entre la base du nuage et le sol. Quant aux charges positives qui étaient au sommet du nuage, ils vont se perdre dans les hautes couches de l'atmosphère, ce qui fait que si on regarde le globe terrestre dans sa totalité, c'est-à-dire le sol et l'atmosphère, on voit que la Terre sous nos pieds, la partie solide, est très fortement chargée négativement et les hautes couches de l'atmosphère très fortement chargées positivement. Et entre les deux, il y a quelque chose comme justement 300 000 volts. Mais on a 300 000 volts non pas sur quelques dizaines de centimètres, on n'a pas 300 000 volts sur 12 mètres d'air, on a 300 000 volts sur plusieurs dizaines de kilomètres d'air. Voilà. On va maintenant revenir à cette expérience qui se trouve ici avec la sphère pour regarder ce qui se passe avec ce qu'on appelle la grêle électrostatique. Je vais maintenant placer à l'intérieur de cette enceinte, sur le plateau, je vais placer des boulettes en polystyrène. Les voici. Lorsque je vais charger la sphère qui est ici, lorsque je vais la charger négativement, la sphère négative va repousser une partie des moins, une partie des électrons qui appartiennent au plateau, ça va les repousser vers le bas. C'est comme ça que le plateau se charge positivement. Mais si le plateau réussit à perdre des moins, c'est bien parce que le plateau conduit l'électricité. Des électrons peuvent se déplacer dans le métal. Mais les boulettes étant en polystyrène, le polystyrène étant un isolant électrique, sous l'influence de la sphère négative, les boulettes, elles voudront perdre une partie de leur moins, mais elles ne pourront pas. Si bien que les boulettes vont malgré tout rester neutres. On aura donc des boulettes neutres en polystyrène sur un plateau positif et au voisinage une boule négative. Les boulettes étant neutres, elles ne seront ni attirées ni repoussées, ni par le plateau, ni par la boule. Il va rien se passer, ou presque rien, parce qu'il peut arriver qu'une ou deux boulettes, leur surface conduise très légèrement l'électricité, il est possible qu'il y en ait quelques-unes qui bougent très légèrement. Je ne vais pas augmenter la tension très haut, ça va monter à 40 000 volts environ. On va déjà regarder ça. Voilà. J'ai porté la sphère à 40 000 volts et on voit à peine une boulette décoller. Elle monte, elle touche, d'ailleurs elle reste collée à la sphère.
Ça y est, elle est tombée. Ça veut dire qu'elle a ramassé malgré tout des moins, elle doit conduire un tout petit peu l'électricité en surface, elle en a ramassé, ensuite elle a été repoussée, elle est redescendue. Bon, je coupe la tension, et cette fois, je vais recommencer, mais je vais rendre ces boulettes conductrices sur leur surface, simplement en les aspergeant avec un peu d'eau. Comme la surface de ces boulettes a été rendue conductrice, elles aussi, comme le plateau, elles pourront perdre des moins pour devenir plus. Et donc à ce moment-là, on aura des boulettes positives sur un plateau positif. Le plateau plus va donc les pousser vers le haut, puisque les charges électriques de même signe se repoussent. Et puis ces boulettes positives seront aussi attirées par la boule négative. Elles vont monter positivement, elles vont toucher la boule, elles seront violemment repoussées, elles vont descendre, et ainsi de suite. Et puis, ce qui va aussi nous intéresser, c'est de voir comment une boulette, après avoir touché la boule, va s'en aller. Si elle touche par exemple la boule ici, est-ce qu'elle va quitter la boule comme ça, comme ça, comme ça? De quelle manière les boulettes vont s'éloigner de la boule? Voilà. On voit bien, ça marche beaucoup mieux maintenant, mais à mesure que le temps passe, cette eau qui est sur les boulettes va progressivement s'évaporer et leur agitation va progressivement diminuer. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, le plateau en ce moment est neutre, autant de plus que de moins, mais grâce à la machine, on va déposer sur le plateau des électrons supplémentaires. Mais il faudrait peut-être qu'on s'intéresse au nombre de ces électrons supplémentaires qu'on va mettre dessus et à la fraction, le pourcentage que ça représente par rapport à tous les moins qui sont déjà ici. Afin que le plateau soit à 350 000 volts, combien d'électrons faut-il mettre dessus en plus? La réponse va peut-être surprendre parce que je vais dire que d'une part, ce nombre est ridiculement faible, d'autre part, je vais dire que ce nombre vaut quelque chose comme 100 000 milliards. Mais il faut se dire que 100 000 milliards d'électrons, c'est franchement rien du tout. Pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 000 milliards d'électrons? Si je prends une toute petite lampe de poche qu'on alimente avec n'importe quelle pile banale, je prends 100 000 milliards d'électrons, et pendant combien de temps je vais réussir à alimenter cette toute petite lampe de poche avec les 100 000 milliards d'électrons? La réponse est à peine une toute petite fraction de seconde. Parce qu'effectivement, 100 000 milliards, c'est rien du tout. Dès l'instant où on alimente une toute petite lampe de poche, ne serait-ce que pendant une seconde, le nombre d'électrons en jeu dépasse très largement les 100 000 milliards d'ici. Ça tourne autour de plusieurs milliards de milliards. Donc, il faut bien être conscient que dans cette salle, le nombre d'électrons qui est en jeu est extrêmement faible. Bon, maintenant, cela dit, on va passer à l'expérience suivante. Je vais demander à une personne dans l'auditoire de bien vouloir venir ici pour qu'on passe à l'expérience des cheveux qui se dressent sur la tête. Il faudra retirer les chaussures. Et puis, si jamais, montre, appareil électronique, rien de tout ça, pas de téléphone portable. Okay. Alors, il faudra venir ici. Il va falloir monter sur le plateau par les plots. Voilà. Elle est neutre. Le plateau est neutre. Elle aussi, elle est faite de charges électriques positives et négatives. Autant de plus que de moins. 10 puissance 28 électrons, charge négative, et 10 puissance 28 protons, charge positive, neutre. On va rompre cette neutralité grâce à la machine qui va déposer un tout petit peu d'électrons supplémentaires, 100 000 milliards d'électrons de plus sur ton corps. Les cheveux vont se dresser sur la tête parce qu'ils seront repoussés par la tête négative, et entre eux aussi ils vont se repousser parce qu'ils seront eux-mêmes tous négatifs. Les cheveux conduisent un peu quand même l'électricité, ils pourront se charger pour se dresser. Alors s'il y a des cheveux qui passent derrière les oreilles, il faut mieux que ça passe sur les oreilles, pas derrière, pour les libérer. Et puis, il n'y a pas d'élastique ou de barrette qui retiennent les cheveux. Non. À un moment, je te demanderai
de sortir la pointe qui se trouve ici. Il faudra la déloger, tu la tiendras dans la main gauche et avec la pointe, tu viseras mes pieds. D'accord ? Et moi, cette pointe-là sera négative. Moi, j'aurai ici une pointe reliée à la Terre. Elle, ici, elle est neutre, mais lorsque je l'approchais de la tienne qui est négative, elle va perdre une partie de ses moins, elle va se transformer en une pointe positive. Et puis, plus ici, moins là-bas, quelque chose comme 300 000 volts en T2. Lorsque la distance en T2 sera suffisamment faible, une étincelle va claquer, tu ne vas rien sentir. Ça fait du bruit, mais rien de plus. Bon, ben on y va. Les bras le long du corps pour le moment. Voilà, je tourne le bouton, j'applique la tension. Les cheveux vont commencer à se dresser sur la tête. Il faudrait secouer un peu la tête. Un peu plus fort. Encore ? Oui, tu peux poser la main sur la rambarde si tu veux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, très bien, c'est bon, ça suffit. Les deux mains alors sur la rambarde, voilà. Voilà. Tout va bien ? Oui, tu peux essayer de dégager les cheveux si tu veux un peu. Voilà. Oui, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Bon, et bien maintenant, je vais te demander de prendre la pointe qui est là-bas, voilà. Tu vises mes pieds avec la pointe et on y va. Ça fera pas mal, hein. J'y vais. 1, 2. Oui, tu peux. On peut noter deux choses. Le fait qu'à mesure que la longueur des étincelles diminue, les cheveux retombent. Et deuxièmement, à mesure que la longueur des étincelles diminue, le voltage là-bas diminue, la tension diminue. Donc en quelque sorte, la position des cheveux renseigne sur le voltage. Bon, tu peux remettre la pointe à sa place. Et maintenant, je vais te demander de tendre les deux bras comme ça. Alors, tu ne vas pas les tendre vers moi, mais vers... Alors, voilà. Alors, remets les bras peut-être le long du corps. Ici, on a affaire à un tube en verre sur lequel on a fixé une série de pastilles métalliques. Ces pastilles ne se touchent pas. Entre une pastille et la suivante, il y a un petit espace de 2-3 mm qui les sépare. Et quand je te demanderai, tu mettras les deux bras comme ça, les doigts sont pointus, par les pointes de tes doigts, l'air ici va devenir conducteur et des charges électriques vont fuir. Ces charges vont venir se déposer ici, ce qui provoquera des étincelles. Vas-y, pointe les doigts vers cet ensemble. Remets les bras le long du corps. Relève-les une nouvelle fois pour qu'on soit sûr que c'est bien toi qui fais ça. Voilà, très bien. Voilà. Maintenant, je vais fermer la cage sur toi. Et on va voir que lorsque la cage se referme sur elle, à cet instant-là, les cheveux vont retomber pour pendre verticalement. On peut aussi noter que sur la cage, on a accroché 2 feuilles en alu, une à l'extérieur, une autre à l'intérieur. Et on voit que la feuille extérieure est repoussée par la cage, celle que dedans pend verticalement. Tu peux te recoiffer normalement. En fait, pour elle, dans la cage, tout se passe comme si la cage n'était pas chargée. Elle se trouve dans un environnement où elle ne se rend compte de rien. Je ne sais pas si tu peux confirmer ça. Oui. Rien de spécial. Hein. Les cheveux sont normaux. Bon. Maintenant, je vais te demander de poser une main sur la cage, mais avant, juste pour être convaincu que la cage est bien à 300 000 volts par rapport à la Terre, le fait qu'il y ait des étincelles prouve que la cage n'est pas au même voltage que la pointe qui se trouve ici. Et compte tenu de la longueur des étincelles, il y a une différence de 350 000 volts. Si on prend la Terre comme étant notre référence, on dirait que la cage est à 350 000 volts. Mais ce qui compte, ce sont les différences.
La différence de potentiel, comme on dit, entre la cage et la pointe, c'est 350 000 volts. Maintenant, on va voir que vaut cette différence de potentiel entre elle et la cage. Pose la main sur la cage, bien à plat, et on n'a pas vu d'étincelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre elle et la cage. Je dirai tout à l'heure pourquoi, comme la cage, elle est elle-même à 350 000 volts. Garde la main sur la cage, je vais maintenant faire des étincelles sur la cage, ça fera pas mal, hein. Maintenant, je vais faire les étincelles au niveau de la main, tu ne vas rien sentir, j'y vais, 1, 2 et 3. Voilà, la cage constitue une protection. Donc le fait qu'elle touche la cage et il n'y ait pas d'étincelle entre sa main et la cage prouve qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre elle et la cage. La différence de potentiel est zéro, si on préfère. Maintenant, je vais te demander de sortir la cage, la main, pour toucher la face extérieure de la cage. Vas-y, par l'ouverture qui est entre les deux moitiés. Alors, sa main est à 350 000 volts. La cage est à 350 000 volts. Sors la main et touche la face extérieure. Ou le replie les doigts pour toucher la face extérieure. Vas-y. Ça peut faire mal ? Non, ça fait pas mal. Vas-y, touche. Touche. Voilà, rien du tout. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre elle et la cage. Ta main est à 350 000 volts, la cage est à 350 000 volts. Peu importe que tu touches la face intérieure ou l'extérieur de la cage, il n'y a pas de différence de potentiel entre la cage et toi. Tu peux re-rentrer la main dans la cage. Je vais maintenant ouvrir la cage. Les cheveux vont se redresser sur la tête. Et ensuite, je donnerai quelques explications. Les bras le long du corps. Allez, je coupe la tension. Pour dire maintenant quelques mots concernant le potentiel ou le voltage, qu'est-ce que ça représente au juste? Le voltage dit, d'abord une chose assez importante, le voltage est une propriété de lieu. C'est un endroit qui est à 0 volts ou 300 000 volts ou 500 000 volts. Le voltage dit quelle est l'énergie qu'il faut dépenser pour mettre en ce lieu une unité de charge. Alors l'unité de charge, ce n'est pas un électron, c'est ce qu'on appelle en physique le coulomb. Un coulomb, ça correspond à 6 milliards de milliards d'électrons environ. Donc le voltage dit la chose suivante. Quelle est l'énergie qui se mesure en joules? Quelle est l'énergie que je dois dépenser pour mettre en un lieu un coulomb de charge? 6 milliards de milliards d'électrons. Alors au départ, quand ici c'est neutre, il n'y a pas d'effort à faire pour déposer là-dessus un coulomb de charge. Mais une fois que cet ensemble est déjà chargé, c'est déjà chargé négativement, si je ramasse un coulomb de charge au loin et si j'ai envie de déposer ce coulomb sur ce lieu, eh bien, je vais ressentir une répulsion de la part du plateau. Donc il va falloir que j'arrive à vaincre cette répulsion que je subis. Il va falloir que je dépense de l'énergie. Avec beaucoup d'efforts, je vais réussir à déposer un coulomb de charge ici. Et si le plateau est à 350 000 volts, ça veut dire que ça m'a coûté 350 000 joules. C'est ça que ça veut dire les volts. Voilà. Maintenant, je vais fermer la cage un instant sur toi et on va voir pourquoi toi qui es à l'intérieur de la cage, alors que tes cheveux ne sont pas dressés sur ta tête, pourquoi toi aussi tu es à 350 000 volts comme la cage. Alors supposons que la cage soit chargée à 350 000 volts. Ça veut dire que si je prends un coulomb de charge au loin et je veux déposer ce coulomb de charge sur la cage, ça va me coûter de l'énergie. Bon. Maintenant, supposons que je n'ai pas envie de mettre ce coulomb de charge sur la cage, j'ai envie de mettre ce coulomb de charge sur toi qui es à l'intérieur. Est-ce que ça va me coûter de l'énergie? La réponse à cette question est évidemment que ça va me coûter de l'énergie, puisque pour mettre ce coulomb de charge sur toi, il va déjà falloir que je me rapproche de la cage. Donc ça aura au moins coûté cette énergie-là. Je suis arrivé avec un coulomb de charge jusqu'ici, en sueur, j'arrive ici et j'effectue un pas en avant pour déposer ce coulomb sur toi. Bon.
La question est, une fois que je serai dans la cage, est-ce que ça va me coûter encore un peu d'énergie pour poser sur toi ou non? Eh bien, à partir du moment où je serai dans la cage, derrière moi, il y a des charges électriques qui me poussent vers l'avant. Devant moi, il y en a d'autres qui me poussent vers l'arrière. Et les forces que je vais subir dans ce sens et dans l'autre sens vont se compenser. Ce qui fait que l'effort qu'il faut que je fasse pour mettre le coulomb de charge sur toi est égal à l'effort que je dois faire pour poser le coulomb de charge ici. Donc, tu es au même voltage que la cage. Et le raisonnement que je viens de faire, te concernant, concerne n'importe quel point à l'intérieur de la cage. Ça veut dire qu'entre le bout de ton nez et 10 cm devant le bout de ton nez, 10 cm au-dessus de ta tête, ce point-là, il est à 350 000 volts aussi. Donc il n'y a pas de différence de potentiel entre n'importe quel deux points pris à l'intérieur de la cage. Et c'est pour ça que les cheveux pendent verticalement. Je vais maintenant rouvrir la cage et on va faire une autre expérience. Voici une bougie. On va la placer ici. Voici un briquet. Je vais te demander d'allumer la bougie avec le briquet. On l'a vu à plusieurs reprises tout à l'heure. Lorsqu'on a affaire à une pointe chargée, l'air au voisinage d'une pointe chargée devient conducteur. Et de ce fait, si la pointe, ça sera le petit doigt de ta main droite, mettons, le doigt sera chargé négativement, c'est pointu, et l'air ici, au niveau du doigt, va devenir conducteur, et il va y avoir des fuites de charge par les doigts. Ça va provoquer ce qu'on appelle un vent électrique. Ce vent électrique va souffler la flamme. Mais pour qu'avec ton doigt, tu arrives vraiment à souffler la flamme, si mon pouce est la flamme, il ne faudrait pas que tu approches ton doigt par au-dessus, ni sur le côté, mais plutôt par en dessous. Il faut considérer que, comme si par le doigt, il y avait un jet d'air qui sortait, et on cherchait à souffler la flamme par en dessous. Donc montre-moi comment tu comptes faire le geste, je te dirai si c'est bon. Voilà, mais vise la base de la flamme. Voilà, comme ça. Tu peux remettre les bras le long du corps et je te demanderai de faire le geste quand je te dirai. Allez, vas-y. Magnifique. Super. Voilà. Le vent électrique a éteint la flamme. Ne bouge pas de là où tu es. On va faire une autre expérience. Je vais te passer ce tube fluo et je déplace le bras sur le dispositif qui est ici. On a une sphère. Sur la sphère, on a fixé des tiges. Ces tiges se terminent en pointe. Et on vient de le dire à plusieurs reprises depuis le début de l'exposé, l'air au voisinage d'une pointe chargée devient un bon conducteur d'électricité. Ce qui fait qu'il va y avoir des fuites. On vient de voir les fuites qui ont provoqué ce vent électrique qui a éteint la flamme. Eh bien, par l'extrémité pointue ici, il y aura également des fuites. Ces fuites de charge négative depuis les pointes vont rendre l'air qui est ici chargé négativement. Air négatif, pointe négative, moins ça se pousse. L'air va pousser les pointes, ce qui va mettre en rotation le tourniquet. Ce sera l'équivalent d'un moteur électrostatique. Mais les pointes vont aussi pousser l'air. Ça fera un petit peu de vent ici aussi. Je ferai deux expériences. Premièrement, je me mettrai ici, une main sur la rambarde. Sous l'influence du tourniquet négatif, je vais perdre une partie de mes propres moins, une toute petite fraction de mes moins, qui vont aller dans la terre. Donc je vais me charger positivement. J'approcherai alors mon doigt positif du tourniquet et on verra des lueurs apparaître à l'extrémité de mon doigt. Si je m'approche trop près, ça fera une étincelle que j'éviterai. En revanche, je pourrais faire la même chose avec cette pointe. Et à ce moment-là, on verra qu'à chaque fois qu'une étincelle claque ici, le tube que tu tiens dans la main s'allume. Voilà. Je réduis l'éclairage dans la salle.
Bon, je vais m'approcher du tourniquet. Ici, je suis neutre. Je pose une main sur la rambarde. Le tourniquet est loin. Bon, j'ai peut-être perdu quand même une petite partie de mes électrons dans la rambarde, dans la terre. Je suis un petit peu positif. Mais je suis davantage positif. Encore plus. Encore plus. À chaque fois que je fais un pas en avant, je perds encore un petit paquet d'électrons dans la terre et je deviens de plus en plus positif. Et il va arriver un moment où je serai tellement positif que l'air voisinage de mon doigt pointu va devenir conducteur. Et ça va se traduire par cette lueur qui vient d'apparaître à l'instant. On appelle ça des aigrettes ou bien un feu de Saint-Elme. On peut remarquer que ces lueurs apparaissent soit à l'extrémité de mes doigts ou au niveau des phalanges, là où c'est pointu justement. Bon, je vais maintenant prendre cette pointe. Elle remplace mon doigt. On voit la même chose et ça va me permettre de faire des étincelles. Et on va voir qu'à chaque étincelle, le tube que tu tiens dans la main s'allume. J'y vais. Tiens le tube par une extrémité, par la base, par le bas, voilà, ce serait bien. Et peut-être même que si tu tiens, voilà, bien à la verticale, voilà, très bien, j'y vais. Puisqu'à chaque étincelle, le tube s'allume, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une étincelle, il y a une différence de potentiel qui apparaît entre les deux extrémités du tube qui permet au tube de s'allumer. Je coupe un instant et je peux montrer cette même expérience avec le tube encore autrement. Tu peux me le passer, ça risque de faire une petite étincelle. Voilà. On va bien voir maintenant cette différence de potentiel aux extrémités du tube. Je remets le tourniquet en route et regardez, je prends le tube, je tiens le tube dans ma main et je me place ici. Voilà. Là, c'est clair, la rambarde est reliée à la terre, 0 volts. Ici, entre cette extrémité et l'autre, il y a une différence de potentiel suffisante pour permettre au tube de s'allumer. Je remets l'éclairage. Et bien voilà, merci beaucoup, tu peux descendre. Avant de finir, juste 2 mots, 2 points importants. Premièrement, j'ai dit à plusieurs reprises au cours de l'exposé que, par exemple, lorsqu'on marche sur une moquette avec les chaussures, on arrache des électrons à la moquette. Lorsque les gouttelettes frottent contre des glaçons arrachent des électrons aux gouttelettes. Mais le mécanisme par lequel il y a un transfert de charge lorsque 2 corps qui ne sont pas de même nature frottent l'un contre l'autre, le mécanisme un type, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement compris de manière tout à fait satisfaisante. Il y a encore beaucoup de recherches qui se déroulent dans ce domaine. C'est pour dire que même si l'électrostatique est ces phénomènes électrostatiques plutôt sont connus depuis très longtemps, malgré tout, il y a encore des choses à comprendre là-dedans. L'électrostatique est loin d'être un domaine de la recherche qui est morte. C'est une science encore vivante. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend toujours pas à ce niveau-là. Le deuxième point très important sur lequel j'aimerais insister un peu, c'est le fait que, et je l'ai dit en début d'exposé, l'électrostatique ne se résume pas seulement aux expériences qu'on a vues dans cette salle. La matière est en fait de charges électriques. Dans mon doigt, il y a des électrons, il y a des protons. Ces attractions et ces répulsions qui ont lieu entre les électrons, entre les protons, etc., ces interactions-là mettent en jeu justement des forces électrostatiques. On sait depuis une centaine d'années que l'atome est fait de la manière suivante. Une partie centrale électriquement positive, c'est là où il y a les protons, et autour, au loin, à l'échelle atomique, bien sûr très au loin, on trouve des électrons. En raison de cette structure atomique, à la surface de toute chose, il y a des électrons. Donc si on regarde la rambarde ici, la première couche d'atomes sur cette rambarde, si on descend de haut en bas,
lorsqu'on va rencontrer la première couche atomique, on va d'abord rencontrer les électrons. Et en surface de toute chose, c'est comme ça, à la surface, il y a toujours des électrons. Si bien que lorsque j'approche la pointe de la rambarde, lorsque la distance entre les deux devient vraiment très faible, les électrons d'ici se rapprochent de ceux d'ici. Et il arrive un moment où la pointe est tellement près de la rambarde que les électrons d'ici ne peuvent pas toucher ceux d'ici. La répulsion électrostatique entre les électrons d'ici et ceux d'ici est telle que, quoi que je fasse, je ne pourrai pas faire en sorte que la pointe touche la rambarde. Donc en ce moment, strictement parlant, si on se mettait à l'échelle atomique électronique, on verrait que les deux ne se touchent pas, parce que la force de répulsion est colossale. Je disais tout à l'heure qu'à une distance d'un millionième de millimètre, deux électrons se repoussent extrêmement violemment. Pour empêcher celui-ci d'être éjecté, il faut mettre dessus 5 kg. Mais lorsque j'approche la pointe de la rambarde, il y a combien d'électrons d'ici qui se rapprochent de combien? Si c'était 1 contre 1, 5 kg, je peux. 2 contre 2, 3, 10 contre 10, d'accord, j'arriverai encore. Mais quand je fais ça, il y a des milliards d'électrons d'ici qui s'approchent de milliards d'autres. Et il est totalement exclu que j'arrive à mettre en contact véritablement la pointe avec la rambarde. Ce qui veut dire que la boule de pétanque ne touche pas l'autre boule de pétanque, le marteau ne touche pas le clou. Lorsque la boule de pétanque se rapproche très très près de l'autre boule de pétanque, eh bien, la répulsion électrostatique fait qu'avant même qu'il y ait eu contact au sens habituel du terme, l'autre boule de pétanque fiche le camp déjà. Donc c'est ça aussi l'électrostatique. Et on peut dire qu'à notre échelle, si un phénomène ne relève pas de la gravitation, c'est-à-dire la chute des cordes, un objet qui tombe, si ça ne relève pas de la gravitation, c'est que ça relève de phénomènes électrostatiques ou peut-être électriques de manière plus générale. Et bien voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser, je dis au revoir et bonne suite de visite.